Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journal. À la veille de la commémoration du 61e anniversaire de la fête de la victoire, le président de la République a adressé un message au peuple algérien dans lequel il a rappelé les achèvements réalisés par notre pays et les défis qui nous attendent. Passation de pouvoir entre ministres entrants et ministres sortants du nouveau gouvernement de Ayman Ben Abdelrahman. Les images dans ce journal. Aïn Salah, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire est sur place pour inspecter différents projets de développement. Parmi ces projets, visiter un hôpital d'une capacité de 120 lits. Dans le grand format de ce week-end, on vous explique les dessous de cette crise financière mondiale. Faut-il avoir peur de ses conséquences ou s'agit-il d'une simple crise passagère? Réponse avec Walid Yousfi et Raouf Hamouch. Dans l'actualité internationale, la France est dans la rue. Les syndicats sont rejoints par les partis d'opposition décidés à faire plier le gouvernement Borne. Des débordements sont enregistrés dans plusieurs villes françaises. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. À l'occasion du 61e anniversaire de la fête de la victoire, le président de la République a adressé un message au peuple algérien dans lequel il a rappelé la fierté de son histoire. Le peuple algérien célèbre des événements mémorables intimement liés à sa lutte, menée génération après génération pour défendre sa liberté, sa terre et sa souveraineté. Nous célébrons avec la fête de la victoire, ajoute le président de la République à l'anniversaire de l'achèvement d'une lutte armée menée tambour battant par des héros libres du 1er novembre 1954, durant laquelle l'ensemble du peuple algérien a su affronter les armes de destruction déployées par l'ennemi dans une guerre sans merci, une guerre qui a mis en lumière la résistance d'un peuple vaillant, prêt à tout pour conquérir sa liberté jusqu'au dernier souffle. Cette guerre a également amené le colonisateur à saisir les conséquences désastreuses de sa politique de terre brûlée lorsque des voix sincères se sont élevées aux quatre coins du monde et à l'ONU pour condamner et exiger la fin du génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés par le colonisateur et qui le poursuivront jusqu'à aujourd'hui. La célébration de la fête de la victoire témoigne de l'attachement indéfectible des générations de l'indépendance à leur patrie et leur esprit novembriste. Elles attestent également d'un sentiment de vigilance chez le peuple algérien, garantissant la cohésion nationale, protégeant l'État des institutions et dénonçant le porte-voix ou les porte-voix de haine au moment où l'Algérie a franchi de la dépendance des cercles de corruption et d'extorsion, s'est lancé résolument dans des projets et des chantiers de développement dans une course effrénée contre le temps pour réaliser les attentes du peuple et franchir fermement des pas courageux pour rattraper et garantir une prise en charge optimale des intérêts stratégiques du pays. Sur le plan interne, par des indicateurs économiques, des moyennes de développement et un volume de fonds affectés aux transferts sociaux pour mettre un terme aux dernières manifestations de vulnérabilité et d'injustice, une fois le dossier des zones d'ombre clos. Sur le plan externe, ils se traduisent par la place qu'occupe désormais notre pays ainsi que le rôle central qu'il assume pleinement donc notre pays, comptant sur ses propres capacités et une jeunesse créative et qui est moderne et en phase avec les nouvelles technologies, une jeunesse qui mérite le leadership, ajoute le président de la République. Notre célébration de la fête de la victoire est une occasion renouvelée dont nous tirons l'énergie pour combattre les aspects de misère, nous mettre sur la voie de développement socio-économique et culturel durable et nous engager efficacement dans la dynamique du renforcement des partenariats avec des pays frères
et amis. Une démarche reposant sur la situation géographique de notre pays et son poids dans le rapport de force actuel au niveau régional et international, sous-tendu d'une vision fondée sur la mutualisation des intérêts en matière d'économie, d'investissement et sur la relance de la coopération militaire et sécuritaire en vue de préserver les constantes de la nation et la fierté du peuple. Une stratégie réfléchie, une stratégie tirant son essence de l'unité et de l'intégrité de la terre des Chouhada et reposant sur une souveraineté de la nation algérienne authentique. Le président de la République a réitéré à cette occasion la détermination à édifier une Algérie forte à travers la revalorisation des efforts du travail et à consolider les fondements de sa sécurité nationale, convaincu que ce que nous avons réalisé ensemble est le fruit de notre attachement à l'unité des rangs et à notre souci de conjuguer les efforts. La volonté sincère nous soutiendra près d'Allah Tout-Puissant et la loyauté de l'intégrité du travail continueront à éclairer le chemin du triomphe pour rester fidèles au serment des Chouhada, a conclu le président de la République. Dans l'actualité de ce samedi, les passations de pouvoir entre ministres entrants et ministres sortants se sont déroulées aujourd'hui. Certains ont dû changer de portefeuille, d'autres ont été appelés à d'autres fonctions. Pour d'autres ministres, c'est la fin d'une mission au sein du gouvernement. Commentaire de Majed Jahmouna. Ahmed Attaf a pris ses fonctions de ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger en remplacement de Ramtan Lamamra. Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs qui s'est déroulée au siège du ministère, Attaf a exprimé sa reconnaissance au président de la République pour la confiance placée en lui pour gérer ce secteur et réaliser de nouveaux progrès. Le ministère des Finances, dont la charge sera assurée désormais par l'Aziz Faïd, qui a succédé Brahim Jamel Kessali. Le nouveau ministre des Finances a remercié le président de la République de l'avoir choisi pour assurer ce poste qui constitue un secteur très important dans l'édification de l'Algérie nouvelle. De son côté, Abdelrahman Hamed a été désigné comme ministre de la Jeunesse et des Sports en remplacement de Abdelrezzaq Sebgag. La cérémonie qui s'est déroulée au siège du ministère en présence des cadres du secteur était une occasion pour Hamed de remercier le président de la République pour la confiance placée en lui à la tête d'un secteur stratégique. Pour sa part, Meriem Ben Mouloud a pris ses fonctions en tant que ministre de la numérisation et des statistiques en remplacement de Houssine Cherhabil qui a été appelé à d'autres fonctions. Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, la nouvelle ministre de la numérisation et des statistiques a exprimé ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa personne. Le remaniement a également touché le ministère de l'Industrie et de la production pharmaceutique, dont la charge sera assurée par Ali Aoun, qui a pris ses fonctions en remplacement de Ahmed Zardar. Durant la cérémonie de passation des pouvoirs, Aoun a tenu à remercier le président de la République pour la confiance renouvelée en sa personne en vue de gérer cet important secteur. Taïeb Zitouni a pris ses fonctions en tant que ministre du Commerce et de la Promotion des Exportations en remplacement de Kamel Rzig, appelé à assurer d'autres fonctions. Durant la cérémonie de passation des pouvoirs, Zitouni a remercié le président de la République pour la confiance placée en lui, affirmant la poursuite du travail dans le cadre de la mise en œuvre du programme du président de la République. Et nous résumons dans ce journal les passations de pouvoir qui ont touché d'autres secteurs, à savoir l'hydraulique, l'emploi, l'artisanat, les travaux publics, la pêche et les énergies renouvelables, résumé avec Amel Essiri. Suite au remaniement ministériel opéré jeudi dernier par le président de la République, Taha Derbel rejoint le gouvernement et s'est vu attribuer le poste de ministre de l'hydraulique, un département qui relevait du ministère des Travaux publics. Le nouveau ministre a tenu, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, à exprimer ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en lui pour gérer ce secteur. Youssef Chorfa, qui occupait jusque-là le poste de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, a été nommé ministre des Transports en remplacement de Kamel Beljoud. Youssef Chorfa, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, a appelé les cadres de son secteur à unir les rangs et à redoubler d'efforts afin de concrétiser les engagements du président de la République visant
à l'édification d'une nouvelle Algérie. Ahmed Bidani a pris ses fonctions à la tête du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques, en remplacement de Hicham Sofiane Salawachi. Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, Ahmed Bidani a promis qu'il œuvrera à la poursuite des grands chantiers du secteur de la pêche et des productions halieutiques. Mokhtar Didouche succède à Yassine Hamadi au ministère du Tourisme et de l'Artisanat. Lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, le nouveau ministre s'est engagé à œuvrer pour être à la hauteur de cette mission, à travers la poursuite des efforts pour permettre au secteur du tourisme de contribuer à la réalisation du développement économique du pays. Faisal Bentaleb a pris ses fonctions à la tête du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale en remplacement de Youssef Chorfa. Le nouveau ministre a, lors de la cérémonie de passation des pouvoirs, exprimé sa reconnaissance et ses remerciements au président de la République pour la confiance placée en sa personne. Par ailleurs, le département de l'environnement et des énergies renouvelables a été confié à Fezia Dahleb en remplacement de Semia Mouelfi. La nouvelle ministre, qui occupait plusieurs postes de responsabilité, s'est engagée à travailler à l'application du programme du président de la République dans ce secteur important. Voilà pour ces passations de pouvoir. En application des instructions du président de la République portant accélération des projets de développement dans les wilayas du Sud, nouvellement créé, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, effectue une visite de travail d'inspection à Insalah. Avec cette visite, il aura fait le tour de toutes les wilayas nouvellement créées. Les détails avec Amel Bouharba. Insalah fait partie des 10 wilayas du Sud nouvellement créés qui bénéficient d'un intérêt particulier en matière de développement local. Si l'objectif est de rapprocher l'administration du citoyen, il s'agit aussi de booster le développement socio-économique et améliorer le bien-être des habitants au cœur des préoccupations. Sur le terrain, les actions menées dans ce sens commencent à prendre forme, comme l'a constaté le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Brahim Red, en visite dans cette wilaya. Il a inspecté le projet de réalisation d'un hôpital d'une capacité de 120 lits. Le président de la République a donné des instructions pour l'accélération des travaux, insistant pour que tous les projets concernant la construction des hôpitaux soient livrés cette année. C'est le cas de cet hôpital de Insalah, confié à une entreprise nationale dont la livraison est prévue d'ici décembre prochain. D'autres projets concernant différents secteurs, notamment le secteur des travaux publics, l'agriculture, le tourisme, l'énergie, connaissent également un taux d'avancement appréciable. C'est le cas notamment du renforcement du tarmac de l'aéroport d'Insalah. Ces nouvelles wilayas regorgent de potentialités qui leur permettent d'occuper une place importante en matière de contribution au PIB national, tout en répondant aux aspirations des habitants. Et à la veille du 19 mars, la wilaya de Tizi Ouzou commémore le 64e anniversaire de la mort du shahid colonel Amirouche, Aïd Hamoudadi, colonel Amirouche, et du shahid El-Hawès, en présence du ministre des Moujahidines et des ayants droit, l'Aïd El-Biqa, des autorités locales et militaires et des membres des deux familles des deux martyrs. Et dans la commune d'El Hamad, dans la wilaya de Sétif, la mémoire est encore vive de celles et ceux qui ont souffert des affres du colonialisme pour que nul n'oublie ces crimes contre l'humanité. Les habitants souhaitent transformer une caserne en haut lieu de mémoire. Reportage de Badia Amarti. C'est à environ 76 km du chef-lieu de Sétif, au village Hama Boutaleb, que se trouve cette caserne militaire datant de l'époque coloniale. Elle servait à surveiller le mont Boutaleb et les déplacements des Moudjahidines. Elle constituait également un centre de torture, car cette région a adopté la révolution dès son déclenchement, comme partout ailleurs en Algérie. Cette caserne a été érigée en 1956 à la sueur des révolutionnaires, arrêtés par la France pour se venger d'eux. Elle était à la fois une base militaire, un centre de torture, une prison, un tribunal militaire et un centre d'administration civile. En 1903, c'était aussi une école où étaient scolarisés des Algériens. Certains anciens écoliers sont encore en vie et ils sont âgés entre 85 et 92 ans.
Ce site est doté de 5 tours, l'une tournée vers le nord-est, les autres vers l'est, le sud, l'ouest et le nord. Le gouverneur français voulait maîtriser la région car elle était révolutionnaire. Il faut savoir que la superficie de cette caserne avoisine les 6000 mètres carrés et elle se trouve à 800 mètres d'altitude. Ce site est un haut lieu d'histoire que les habitants de la région veulent classer comme monument historique et en faire un musée afin de préserver la mémoire collective. J'ai déjà lancé des appels et je continue à le faire. J'ai présenté des photographies et des vidéos à la direction des Moudjahidines qui, à son tour, les a transmises au ministère des Moudjahidines. Nous souhaitons faire de ce lieu historique un musée national en gardant la structure telle qu'elle est, en restaurant l'intérieur pour préserver la mémoire collective. Les habitants d'El Hamma et même les Sétifiens évoquent fièrement le passé glorieux de leur village et leur volonté de préserver ce legs historique et aussi une manière de rappeler aux générations futures le rôle important qu'a joué El Hamma dans la guerre de libération nationale. C'est une découverte. Moi, je vais en parler autour de moi. Et c'est comme ça qu'on peut faire quelque chose. Il faut ramener les enfants pour qu'ils puissent voir, pour qu'ils puissent, eux, une autre fois, témoigner de ce passé glorieux dont j'en suis fière. Nos parents et nos grands-parents ont subi ici toutes sortes de sévices et de tortures. Parmi eux, mon père, ainsi que mon oncle qui est shahid. Je demande aux autorités de restaurer ce lieu et de mettre des gardiens pour le préserver. La caserne d'El Hamma, un patrimoine qui menace ruine. Un appel est donc lancé aux autorités concernées afin de le préserver. Dans le domaine de l'éducation et dans le cadre de l'évaluation du deuxième trimestre et en prévision des examens scolaires nationaux pour l'année scolaire 2023 et en vue de réguler les opérations relatives à la prochaine rentrée scolaire, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a animé une conférence de presse. Je vous propose de l'écouter. 93,52% des élèves ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 5 sur 10 à l'issue du premier trimestre, ce qui constitue le meilleur taux enregistré depuis 5 ans. En ce qui concerne l'enseignement de l'anglais introduit au début de l'année scolaire au profit des élèves de 3e année primaire, les écoles ont enregistré d'excellents résultats. 85,28% des élèves ont obtenu la moyenne. La filière des arts a enregistré quant à elle, lors du premier trimestre de l'année scolaire, un taux de réussite estimé à 93,50%. Dans le grand format de ce week-end, on s'arrête devant cette crise financière qui fait trembler le monde. Un effet domino qui a commencé aux États-Unis et qui touche désormais l'Europe. S'agit-il d'une simple crise chronique que le système financier pourra rapidement absorber ou s'agit-il d'une crise mondiale qui nous rappelle les heures sombres de 2008 et de la crise des subprimes? L'Algérie est-elle à l'abri? Réponse dans ce grand format signé Walid Yousfi, Raouf Hamouche. La chute de la Silicon Valley Bank fait trembler le système financier mondial. Une faillite qui a entraîné dans son sillage l'effondrement de plusieurs banques américaines. La contagion a dépassé les frontières pour atteindre le très sérieux Crédit Suisse, l'une des 30 banques au niveau mondial considérée comme trop grosse pour qu'on la laisse faire faillite. On assiste à un phénomène mondial où l'ensemble des banques centrales à travers le monde sont en train de rehausser leur taux directeur, qui est le taux d'intérêt auquel se financent et se refinancent la plupart des banques, tout simplement pour combattre l'inflation. Donc on assiste à une sorte de resserrement de politique monétaire qui en soi est une très bonne chose pour tenter d'éradiquer l'inflation galopante qui est quand même de 8,5% en Europe et près de 7% aux États-Unis. Mais cette hausse des taux qui est successive, ininterrompue depuis maintenant plusieurs mois, a des conséquences également sur les marchés, puisque la plupart des banques et des investisseurs s'étaient habitués pendant des années à pouvoir se financer à des taux extrêmement bas, voire parfois même des taux négatifs. Et pour comprendre les origines de cette tempête financière, il faut remonter jusqu'en 1944, aux origines du système économique mondial. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
44 pays signent les accords de Bretton Woods pour établir les bases du nouveau système financier international. Et c'est à la suite de ces réunions que le dollar américain a été défini en tant que monnaie de référence internationale. Aujourd'hui, il est très important d'avoir un œil sur l'évolution de cette crise, surtout sur les marchés financiers internationaux qui peuvent impacter par la suite les autres marchés, surtout celui des matières premières et particulièrement des hydrocarbures. Les hydrocarbures, l'une des principales ressources financières de l'économie algérienne. Selon les experts, cette crise ne toucherait que partiellement l'Algérie, à condition de faire très attention. À court terme, je dirais que ça n'aura pas de l'impact direct, mais il faut être très vigilant et surveiller cette évolution de la crise de cette banque, parce que ça peut devenir une crise financière majeure globale qui peut faire plonger les marchés financiers et par la suite les autres marchés comme celui des matières premières. Plusieurs économistes à travers le monde appellent à réformer le système bancaire international. Parmi les propositions les plus sérieuses, celle émanant des BRICS qui propose de créer une nouvelle monnaie de référence indexée sur l'or afin d'éviter ces crises cycliques qui menacent la stabilité mondiale. Et dans l'actualité internationale, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a annoncé la nomination du général de division Fakhrul Ahsan du Bangladesh comme commandant de la force de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental. Il apporte avec lui, ce commandant, 34 années d'expérience dans le commandement militaire tant au niveau national qu'international au sein de l'armée du Bangladesh. Après une année de volte-face de l'Espagne face à sa responsabilité historique vis-à-vis du Sahara occidental, une rencontre a réuni aujourd'hui à Ibiza des partis d'opposition espagnols avec des leaders du Front Polisario. Au menu des discussions, les moyens de soutenir la cause sahraoui et les moyens de faire pression sur le gouvernement Sanchez. Les détails avec Amélie Siridil. Après une année de la décision du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez d'adhérer au pseudo-plan d'autonomie du Makhzen sur le dossier du Sahara occidental, l'opposition se réunit à Ibiza. Lors de cette réunion, le groupe de solidarité avec le peuple sahraoui auprès du Parlement espagnol et la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental ont rappelé leur soutien aux résolutions des Nations Unies devant permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit à l'autodétermination. Les participants à cette réunion ont d'ailleurs tenu à rappeler les lourdes conséquences de la décision de Sánchez qui va à l'encontre du droit international et des aspirations légitimes du peuple sahraoui. La réunion d'Ibiza précède les élections municipales et régionales qui se dérouleront en mai et les élections générales en décembre prochain, qui décideront qui sera le prochain chef du gouvernement en Espagne. Les différents candidats et partis en lice feront certainement de la question sahraoui leur cheval de bataille et une priorité absolue, avec l'espoir de forcer l'actuel gouvernement à revoir sa position quant à la question sahraoui. Pour sa part, le représentant du Front Polisario en Espagne, Abdullah El-Orabi, a informé les participants à cette réunion des derniers développements politiques de la question sahraoui, rappelant la condamnation du Front Polisario de la décision de Pedro Sánchez, tout en affirmant que le volte-face espagnol est de nature à faire perdurer le conflit. Le diplomate sahraoui a également appelé le gouvernement espagnol à la nécessité de respecter le droit international, à assumer ses responsabilités et à chercher ses intérêts de manière à ne pas s'opposer au droit et à la légalité internationale. En France, malgré un semblant de calme ce matin, les syndicats et les partis d'opposition ont mobilisé leurs troupes à partir de cet après-midi pour dénoncer cette crise de confiance entre le pouvoir et les Français. Ils avaient comme mot d'ordre retrait de la réforme des retraites et démission de la Première ministre. Correspondant signé Afef Bloujet. Après une nuit passée au rythme des tirs de lacrymogènes, d'interpellations musclées, d'affrontements spectaculaires entre forces de l'ordre et manifestants opposés à la réforme de la retraite, le calme était revenu ce matin dans l'ensemble des villes de France. Mais la détermination de la rue L n'a pas été entamée. Dès le début d'après-midi, des centaines de cortèges ont défilé dans la majorité des villes de France, dénonçant le passage en force du gouvernement.
Et merci pour cette mobilisation, parce que c'est parce qu'on s'est mobilisé collectivement qu'il n'a pas réussi à passer sa réforme par le vote jeudi à l'Assemblée nationale. S'ils pensent arriver à se convaincre entre eux que le mouvement s'essouffle, qu'ils ont en face d'eux un peuple de moutons, ils se casseront les dents sur la victoire des travailleurs. Une victoire qui passe notamment par la reconduction de la grève et la mise à genoux, disent-ils, des manias de l'économie, le secteur de l'énergie en tête. La semaine dernière, 0 mégawatts ont été produits dans les Bouches-du-Rhône. Les centrales de Fos, de Martigues, de Gardanne étaient à l'arrêt. Alors les camarades, il n'y aura pas de remontada. C'est nous qui menons au score et on va gagner. Et bien que le retrait de cette réforme demeure le mot d'ordre des manifestants, la rage exprimée dans la rue semble se cristalliser sur la personne de leur chef d'État, dont on réclame la démission à gorge déployée. On est effectivement dans une crise très grave et moi je ne suis pas convaincu que un changement de visage à Matignon résolve la crise politique très profonde dans laquelle nous sommes embarqués aujourd'hui. Et tout ce qui se noue actuellement, c'est la relation d'Emmanuel Macron au pays. Pour l'heure, le président français se drape derrière son silence, mais certaines fuites de presse laissent entendre qu'il prendrait la parole en milieu de semaine. Rien, entre-temps, ne garantit que la rue l'écoutera, particulièrement les plus jeunes, bien décidés à en découdre avec leur gouvernement. Sport pour clore cette édition cyclisme et le Grand Prix de la ville d'Alger. L'Algérien Youssef Reguigui a remporté l'édition 2023, disputée hier après-midi sur une distance de plus de 82 km. Une course qui s'est déroulée sur circuit fermé. Les détails avec Sid Ahmed Bouraïb. 79 coureurs représentant 16 clubs et nations étaient sur la ligne de départ. Le circuit fermé est d'une distance d'1 km 650 mètres que les cyclistes devaient traverser 50 fois, soit 82 km 500 au total. Youssef Reguigui et son club Terangano prennent les commandes dès le début. Ils changent rapidement de tactique et passent en outsider. Après 25 tours, l'Italien Oioli s'échappe mais fatigue au fil des kilomètres. Au 37e tour, c'est Hamza Amari qui prend l'échappée avec 16 secondes d'avance, mais est vite rattrapé. Le peloton est à nouveau en un seul groupe. Lors des 3 derniers tours, les coureurs redoublent d'efforts et le rythme de la course s'accélère, mais personne n'arrive à faire la différence. La victoire se jouera lors du sprint final où Youssef Reguigui franchit la ligne d'arrivée en premier avec un temps d'1 heure 51 minutes et 53 secondes. L'Érythréen Agos Miro et le Néerlandais Jaris Travers complètent le podium. On a su gérer notre rythme. J'étais chargé d'être le leader de mon groupe. Le circuit est très rapide et je le connais très bien. Contrôler la course. Circuit vite, معروف. Vivement la prochaine édition. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé, je vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité, belle soirée.